Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de nos opérations et de la manière dont elles sont montées pour être le plus sécurisées possible, à la fois pour vous, bien évidemment, et pour vos investisseurs. Avant cela, je vais passer sur le sommaire qui présente les différentes étapes de notre présentation. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire au travers du chat. Nous sommes 2 ou 3 de Star Invest à être en ligne et on pourra vous répondre. Pour commencer, parce que certains ne nous connaissent peut-être pas bien, voilà, Star Invest est un groupe qui existe depuis plus de 25 ans, qui fait de l'ingénierie fiscale et sociale, et qui est spécialisé notamment dans les opérations de défiscalisation en jardin avec agrément. Donc, on vient du monde de l'agrément et on a obtenu à ce jour plus de 650 agréments délivrés bien évidemment par le ministère des Finances. 650 opérations qui représentent plus de 3 milliards d'euros d'actifs qui nous sont confiés. Notre métier, c'est de concevoir et de réaliser ces opérations et c'est de les commercialiser au travers d'un réseau de partenaires. Nous n'avons pas vocation à travailler en direct avec des investisseurs, sauf cas particulier parce que c'est quelqu'un que l'on connaît, etc. On est tourné vers les gestionnaires de patrimoine et ces cabinets-là, avec également un ou deux réseaux bancaires qui nous font confiance pour le faire auprès de leurs clients. Voilà, je vois que Rémi nous a rejoint. Merci Rémi. Rémi est le directeur de l'ingénierie et justement du montage de toutes ces opérations. Donc, il sera en mesure de répondre à vos questions s'il y en a en complément de ce que l'on présente. Donc, nous sommes une équipe d'environ 60 collaborateurs. Le siège est basé à Asnières, en proche région parisienne, banlieue parisienne. Voilà, nous sommes à peu près 40 à 45 dans ces bureaux. Et le reste, et ce qui est important pour nous aussi, c'est que le reste des personnes qui font partie du groupe sont dans les départements et collectivités d'outre-mer. Pour nous, il est important de travailler avec des équipes qui appartiennent au groupe et non pas des apporteurs d'affaires qui pourraient être, pour certains, opportunistes. Non, on veut des équipes qui soient dans la politique et dans la stratégie du groupe Star Invest, qui travaillent avec la même rigueur que l'on peut leur demander sur tous ces montages d'opérations, sur la sélection des exploitants, etc., de manière à éviter déjà dans un premier temps le plus de risques potentiels avec ces exploitants. Donc, les implantations permanentes, c'est la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Alors, au travers de ces différentes filiales, nous faisons du montage d'opérations de plein droit, donc sans agrément, sachant que le principe d'une opération sans agrément pour nous est le même que pour une opération avec agrément. C'est le même type de montage financier, juridique que l'on fait. C'est la même sélection rigoureuse des exploitants que l'on fait également pour déjà sécuriser ces opérations. On a deux types d'opérations de plein droit. Je vais passer rapidement là-dessus puisque l'objectif, c'est plus de parler de leur garantie. Voilà. Mais on a lancé des opérations de plein droit depuis début janvier. Aujourd'hui, on est sur un taux pour ce qu'on appelle les opérations de plein droit classiques sans garantie complémentaire qui est à 16% de rentabilité. Pour information, beaucoup de nos clients qui nous connaissent depuis des années et qui travaillent avec nous depuis longtemps choisissent ce type d'opération ou de SNC parce qu'ils connaissent la qualité du montage de nos opérations et des exploitants avec lesquels on travaille et donc ils savent qu'on n'a pas de redressement ou de manière très 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 exceptionnelle sur ces opérations. Donc on a mis en place bien évidemment des opérations de plein droit avec garantie, notamment pour des nouveaux investisseurs qui veulent se sentir un peu plus sécurisés. Donc, on apporte une garantie complémentaire par Star Invest, avec par contre une rentabilité qui baisse un peu puisque c'est le coût de cette garantie. Alors, dans une SNC, puisqu'il est indispensable que les associés d'une SNC
soient déclarés au RCS, qui est le registre du commerce des sociétés. Donc, ils doivent être enregistrés. C'est une obligation légale. Derrière, on va tenir une assemblée générale et il va y avoir une délibération pour l'augmentation de capital. Tout ça sont des étapes indispensables et nécessaires, légales, et que l'on doit opérer sur ce type de sociétés que sont les SNC. Derrière, il y a une déclaration au greffe, donc on a des démarches effectuées pour déclarer au greffe du tribunal de commerce les différents associés de ces SNC. Et enfin, ça passe par les annonces légales, puisque ils doivent tous les associés de ces SNC doivent être inscrits dans un journal d'annonces légales. Voilà. Donc, tout ça, ce sont les obligations légales autour des SNC et que l'on respecte. Pourquoi? Parce que simplement, en ne le faisant pas, on prend le risque ou on fait prendre le risque aux associés et bien évidemment à vous derrière, de risquer un redressement. Ensuite, comme on est dans une SNC, comme les investisseurs sont dans des SNC, ils ont un statut de commerçant, même si effectivement, dans le fond, ils ne le sont pas, hein, puisqu'on est dans le cadre d'une opération Girardin. Il n'y a pas de mouvement de fonds dans ces sociétés. Voilà, on est sur une société qui détient un bien. Ce bien est loué à l'exploitant et l'exploitant n'en est pas propriétaire. Les investisseurs, eux, ont malgré tout ce statut de commerçant, même s'il n'y a aucun mouvement de fonds qui se fait. Donc, qui dit commerçant dit inscription au SSI. Alors, ce n'est pas le système de sécurité incendie comme on peut le trouver parfois en regardant sur Google, mais c'est la sécurité sociale des indépendants. Donc, tous les associés des SNC doivent être inscrits à la sécurité sociale des indépendants et donc doivent verser une cotisation à la formation professionnelle qui est d'un montant actuellement de 103 € par an. Alors, pour les investisseurs qui rentrent sur ces SNC et qui sont déjà travailleurs indépendants, qui sont déjà inscrits au SSI, il n'y a pas d'obligation à payer une deuxième fois cette cotisation à la formation professionnelle puisqu'ils la payent dans le cadre de leur cotisation générale. Par contre, un salarié, un retraité est dans l'obligation à la fois d'être déclaré, ce que l'on fait, et de payer cette cotisation. Donc, il y a un calcul à faire effectivement en termes de rentabilité pour les investisseurs, savoir s'il vaut mieux être sur une opération de plein droit à 16% de rentabilité avec cette cotisation ou s'il vaut mieux être sur une opération, par exemple, industrielle avec agrément ou en logement social, comme on le verra plus tard, sans avoir à acquitter cette cotisation. Je le rappelle bien, hein, c'est uniquement pour les SNC et ça correspond aux opérations de plein droit. Certaines opérations certaines professions sont exclues ou n'ont pas le droit de par leur ordre. Hein, si je prends l'ordre des avocats, l'ordre des commissaires aux comptes, la compagnie des commissaires aux comptes ou l'ordre des experts comptables, etc., n'ont pas le droit statutairement d'être commerçants, donc ne peuvent pas rentrer dans une SNC. Alors, il est vrai que pour certains métiers comme ceux de médecins, ils n'ont pas tous un statut qui ne leur permet pas de le faire. L'ordre des médecins est plus tolérant que beaucoup d'autres. Donc, il y a certains médecins qui sont actionnaires de SNC, mais par exemple, les avocats, les experts comptables, commissaires aux comptes, enfin, vous avez la liste sous les yeux et on pourra vous la faire passer, bien évidemment, ne peuvent pas rentrer dans une SNC. Donc, ces gens-là, soit ils sont mariés et leur épouse n'est pas dans ce cadre-là et peut faire la souscription en son nom, bien évidemment, et c'est valable pour les deux, soit on leur propose d'aller sur une opération industrielle avec agrément. Le risque de faire rentrer ou d'accepter que ce type de profession ou une personne de cette profession soit acceptée dans une SNC, le risque, c'est la nullité possible de l'augmentation de capital. Donc, tout peut être annulé parce qu'il y a un avocat, un expert comptable, un commissaire aux comptes, etc. Alors, il y a peu de risques pour que ça arrive, bien évidemment, parce que personne ne participe à l'Assemblée générale à part les gens de Star Invest qui font le travail. Mais
ce risque-là existe et si un jour un investisseur voulait embêter, ben, il pourrait le faire au travers de cela. Voilà. Donc, nous préférons ne pas accepter ce type de profession dans des SNC. Encore une fois, on respecte à 100% le cadre légal. Et ça crée des contraintes, bien évidemment, mais c'est aussi un moyen de s'assurer qu'il ne peut pas y avoir de risque à la fois d'exclusion d'un associé, à la fois d'une assemblée, d'une augmentation générale, d'augmentation de capital, pardon, qui ne se ferait pas. Voilà, donc on tient compte de ces éléments. Vous avez vu tout à l'heure que nous avions deux types d'opérations de plein droit, soit dites classiques avec un rendement aujourd'hui de 16%, soit avec une garantie plus, qui est une garantie supplémentaire que le groupe apporte pour sécuriser de nouveaux investisseurs, pour sécuriser de nouveaux partenaires. Voilà. Cette garantie existe chez nous depuis 4 ans et pour information, on n'a encore jamais eu à faire en sorte de la déployer. Donc, c'est aussi un gage de qualité. Même si on l'a, ce qui est sécurisant, on n'a pas eu à s'en servir pour l'instant et on n'est pas pressé d'avoir à le faire, croyez-nous. Donc, cette garantie plus, c'est une garantie de bonne fin financière et fiscale. Quel que soit le problème rencontré, sauf si bien évidemment l'investisseur voulait céder ses parts avant les 5 ans de détention obligatoire, mais ce qui n'arrive jamais non plus. Donc voilà, c'est une garantie, quel que soit le risque, que ce soit un redressement fiscal lié à l'exploitant, que ce soit un redressement fiscal parce qu'on n'a pas tenu nos engagements, etc. S'il y a redressement, l'investisseur est remboursé à 100% de ce qu'il ça lui aura coûté dans le cadre de cette garantie. Donc, c'est Star Invest qui garantit ce remboursement, sachant que nous sommes un groupe avec multiples activités. On a des centrales photovoltaïques à La Réunion qui sont exploitées avec un contrat EDF. On fait de l'hôtellerie de plein air à côté au bord de la Méditerranée. Voilà, on a une foncière immobilière qui détient 250 appartements dans les départements et collectivités d'outre-mer. Voilà, ce qui donne une valorisation du groupe importante avec des capacités financières qui le sont également et qui permettent d'apporter cette garantie. Derrière, donc j'en ai terminé avec les opérations dites de plein droit. N'hésitez pas, encore une fois, par le chat à nous poser des questions ou à demander la main peut-être en fin de présentation pour que nous puissions répondre à vos questions. Donc, les opérations industrielles avec agrément sont de deux types. Il y a les opérations avec agrément sont de deux types. À la fois, il y a des opérations industrielles. Donc, ça peut être un hôtel, ça peut être la rénovation d'un hôtel aussi, ça peut être un cinéma. L'année dernière, on a fait un avion. Ça peut être la construction d'une chaîne supplémentaire dans une entreprise industrielle, etc. Donc, ce type d'opération, nous en avons actuellement à vous proposer, qui sont à 14% de rentabilité. Et en logement social, nous en avons également. Alors, pour le logement social, il faut savoir qu'il n'y a plus que dans les collectivités d'outre-mer que l'on peut faire du logement social. Depuis une loi promulguée sous Manuel Valls, dans tous les départements d'outre-mer, ils ont l'obligation, les organismes de logements sociaux ont l'obligation de faire du crédit d'impôt. Donc, on s'occupe aussi, nous, à l'ingénierie, sous la responsabilité de Rémi, de faire le montage de ces opérations en crédit d'impôt. Par contre, on ne peut pas les commercialiser dans le cadre du dispositif Girardin. Ce qui fait qu'il y a peu d'opérations au logement social disponibles maintenant chaque année, contrairement à ce que ça a pu être précédemment. Le peu qu'il y a sont principalement en Nouvelle-Calédonie, puisqu'en Polynésie, il ne se passe pas grand-chose. Donc, il y a de la bagarre pour obtenir ces opérations avec des rétrocessions qui sont importantes
auprès des offices d'HLM. Et du coup, la rentabilité est est basse par rapport aux autres opérations que l'on peut être amené à proposer. Il y a un côté sécuritaire parfois plus important qui paraît plus important parce qu'on a affaire à des organismes qui sont publics ou parapublics, mais voilà. Donc il y a des gens qui préfèrent ce type d'opération, sachant que là aussi on peut aller un peu plus loin en termes de réduction d'impôts, puisqu'on est à un plafond de 60 000 euros hors niche fiscale, alors qu'on est à 52 941 sur de l'industriel avec agrément et à 40 909 sur de l'industriel de plein droit. Donc, sur ces... Oui. Nous avons une question à laquelle tu pourras répondre au moment que tu veux, de M. Fajot qui demande que nous rappelions ce qui conditionne les taux de rendement selon les périodes. Ah, d'accord. Alors, ce qui conditionne les taux de rendement sur les périodes, c'est le fait que nous souhaitions étaler principalement sur toute l'année la prise de souscription et intéresser les investisseurs à le faire plus tôt en gagnant un peu plus. Voilà. Donc, on le fait au détriment de notre marge, mais de manière à avoir un flux plus régulier pour éviter de se retrouver potentiellement en fin d'année avec des demandes auxquelles on ne saurait pas répondre parce qu'on en aurait trop, et prendre le risque également de se retrouver, notamment sur des opérations avec agrément, à ne pas pouvoir les faire dans leur intégralité, puisqu'on aurait 2, 3, 5 millions à placer sur une période très courte. Voilà. Donc, c'est une incitation clairement financière que l'on fait, encore une fois au détriment de notre marge, mais pour faire venir des gens plutôt auprès de nous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. On a démarré très, très bien cette année avec des taux intéressants. Et c'est vrai que quelqu'un qui a de la disponibilité financière, qui a de la trésorerie, se dit qu'il vaut mieux placer à 15% par exemple en janvier, enfin faire un investissement avec une rentabilité de 15% en janvier, plutôt que d'attendre décembre et de le faire à 12%, compte tenu du coût de l'argent ou de l'intérêt que ça représente de laisser son argent sur un livret A. Voilà. Donc c'est une incitation financière faite par le groupe de manière à étaler les souscriptions et à nous assurer que finalement on arrivera bien à placer les opérations dans leur intégralité. Voilà. J'espère avoir répondu à la question de monsieur, mais qu'il n'hésite pas à revenir vers nous si ça n'est pas assez clair. Rémi, est-ce que tu veux prendre la main pour parler de l'agrément ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, certaines opérations nécessitent, pour ouvrir droit aux avantages fiscaux, nécessitent d'obtenir des agréments. Un agrément, et cet agrément, il est délivré en fonction du montant de l'investissement et de la situation géographique de l'exploitant. L'agrément, il est délivré soit par Bercy, soit pour les départements d'outre-mer par les directions régionales des finances publiques. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les opérations, tous les investissements qui sont réalisés dans les collectivités d'outre-mer, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon par exemple, toutes ces opérations-là nécessitent un agrément qui est délivré au premier euro par le bureau des agréments à Bercy. Les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer, pour ces investissements, localement, ils sont compétents jusqu'à 10 millions d'euros. Au-dessus, c'est Bercy. Et en matière de logement, le seuil de l'agrément est à 20 millions d'euros. Voilà. Donc, nous, on travaille avec, mon équipe travaille donc essentiellement avec Bercy sur les grosses opérations et celles des collectivités d'outre-mer et donc avec les directions des services fiscaux des départements. Les agréments, c'est assez compliqué à obtenir, hein, très clairement. Aujourd'hui, je pense qu'il faut 1 an ou 18 mois à Bercy pour délivrer un agrément, même sur un dossier complet. C'est dire un peu la perte de sens des réalités un peu de l'administration fiscale. Hein. Alors moi, j'en ai fait partie pendant 10 ans, donc je le sais, et étant maintenant de l'autre côté de la barrière, je me rends compte des difficultés que ça peut engendrer pour un exploitant de se dire que
En fait, ces montages, on les fait pour les exploitants. Et nous, on utilise des capacités fiscales d'investisseurs qui sont métropolitains, mais les montages, on les met en place pour financer. Et au début et à l'initiative des produits que l'on vend par votre intermédiaire auprès des contribuables, c'est quand même le financement d'un investissement pour un exploitant d'outre-mer. Et donc, 18 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans sur certains dossiers en Polynésie, on se rend compte que l'administration fiscale a un peu de, comment dirais-je, en tout cas, n'a pas véritablement le sens des réalités, et en tout cas pas de la chronologie des chefs d'entreprise. Donc, beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'échanges avec l'administration. Et parfois, non, j'exagère, mais systématiquement, on obtient l'agrément au bout d'un délai qui est très important. Notre taux de refus, je crois que notre dernier refus d'agrément doit dater pas de 1900, mais de 2013, je crois. Donc, ça va faire 8 ou 9 ans qu'on n'a pas eu de refus d'agrément. Et on a eu un refus d'agrément parce que l'administration fiscale considérait que l'exploitant était trop riche et n'avait pas besoin de la défiscalisation. Voilà, donc au bout d'un certain nombre de mois d'instruction par l'administration fiscale, on obtient un agrément. Et on obtient un agrément, pourquoi? L'administration, ou en tout cas non, pas l'administration, mais les textes, prévoient que l'agrément est délivré si certaines conditions sont réunies. Et c'est au nombre de ces conditions, les principales pour nous, c'est l'intérêt économique de l'opération pour le département, pour le territoire dans lequel l'opération est réalisée. Intérêt économique qui s'apprécie au regard de quoi? De l'intérêt du projet pour le secteur d'activité dans lequel il est réalisé dans le département. Intérêt économique, il s'apprécie également au niveau des retombées économiques, financières de l'investissement sur le territoire. Donc, intérêt économique. Et puis, deuxième élément fondamental, c'est la sécurité des investisseurs et des tiers. Donc, l'agrément n'est délivré que si l'administration fiscale estime que l'opération en elle-même et le montage qui est mis en œuvre est de nature à sécuriser les investisseurs et les tiers. Fondamental quand même. Et cette sécurisation des investisseurs et des tiers, elle est assurée grâce à quoi? Ou l'administration fiscale regarde quoi? Elle regarde la solidité de l'exploitant, elle regarde l'intérêt économique, hein, c'est ce que j'évoquais également tout à l'heure. Elle regarde les modalités de financement, donc elle s'assure qu'il y a, en plus des fonds qui vont être apportés à nos investisseurs, l'existence d'un plan de financement qui est totalement bouclé par soit des subventions qui sont attribuées, soit des accords de financement bancaire qui sont délivrés par les banques locales. Et puis la sécurité des investisseurs, elle dépend également du montage que nous, on met en place. Donc l'agrément, il permet quoi? Donc dans la mesure où il y a une appréciation de la solidité de l'exploitant, très clairement, sur nos opérations avec agrément, on n'a jamais de défaillance. Je pense qu'en 25 ans d'activité de Star Invest, on n'a jamais eu de défaillance sur une activité avec agrément, sauf un dossier en logement intermédiaire où l'exploitant qui était une filiale, une émanation d'une société publique, a décidé de ne pas faire l'investissement finalement, et on s'en est très bien sorti puisque l'exploitant a intégralement indemnisé nos investisseurs et avec un maintien de la rentabilité de l'opération. Donc, l'administration fiscale valide la solidité de l'exploitant. Et puis, l'administration fiscale valide le montage juridique que l'on met en place, nous, parce que nous mettons en place des montages juridiques et des contrats qui, finalement, font porter sur l'exploitant dont la solidité a été validée par Bercy. Ces contrats font porter sur l'exploitant toutes les conséquences, font assumer par l'exploitant toutes les conséquences d'un éventuel redressement ou rectification de l'opération et de l'avantage fiscal dont les investisseurs ont bénéficié suite à un défaut d'exploitation, suite à une non-exploitation pendant les délais de 5 ans, puisque nos investissements doivent être exploités pendant 5 ans, en cas de disparition du bien. Bref, le contractuel qu'on met en place entre la structure de portage qui va réunir les investisseurs et l'exploitant assure à nos investisseurs une indemnisation en cas de remise en cause de l'avantage fiscal. Donc, ce schéma permet d'assurer une garantie d'indemnisation. Et puis, je dirais, un élément qu'on n'évoque peut-être pas dans ces slides, et peut-être pas suffisamment,
Quand on est sur des opérations sans agrément, nos investisseurs, vos clients, sont confrontés parfois à un vérificateur. Le vérificateur, il va taper sur l'opération s'il se rend compte que, si seulement il a un doute. C'est un peu ça, on s'en rend compte assez souvent. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qui se passe? Nous, on prend en charge, bien évidemment, les relations avec l'administration fiscale. On est lié avec un cabinet d'expertise comptable qui assure l'intégralité des relations avec l'administration et qui va jusqu'à, pour les opérations avec garantie plus sans agrément, qui va donc prendre nous-mêmes en charge les rectifications qui sont notifiées aux investisseurs. Donc là, opération sans agrément, on est face à un vérificateur qui doit faire du chiffre et qui va taper. Bon. Et après, il va discuter. Les opérations avec agrément, l'intérêt, c'est qu'on est en face, on va être en face de l'autorité qui a délivré l'agrément. Et là, on va pouvoir discuter avec eux. Si effectivement, il y a par exemple un retard dans les livraisons d'un investissement parce que sur une opération immobilière, il y a eu un sinistre, comme on a pu le rencontrer par exemple sur les opérations de logement social en Nouvelle-Calédonie, on va discuter au bureau des agréments en exposant la situation. Et là, ça nous permet d'avoir des agréments rectificatifs qui maintiennent le bénéfice de l'avantage fiscal pour vos clients, alors même qu'il peut y avoir un non-respect de la lettre du texte. Opération sans agrément, on est face à un vérificateur qui va taper pour faire du chiffre. Et opération avec agrément, on va se retrouver avec le bureau des agréments, l'administration fiscale locale dans les départements d'outre-mer et on va pouvoir discuter avec. Voilà. Donc, on est sur un schéma où l'administration valide la sécurité des investisseurs, valide la pérennité de l'exploitant et en plus, avec l'agrément, on a la possibilité pour les opérations qui exceptionnellement ont un calendrier qui RIP ou posent une difficulté, on va discuter avec l'administration avant que le vérificateur ne tape, sachant qu'un agrément, pour que vos investisseurs soient rectifiés, il faut que l'agrément soit retiré dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour la délivrance de l'agrément. Donc, interrogation du ministère de l'Outre-mer, interrogation des services locaux, et ce n'est qu'à l'issue de cette procédure, qui permet donc des discussions avec l'administration fiscale, c'est éventuellement à l'issue de cette procédure qu'il y a un retrait d'agrément. Mais ça, c'est quand même extrêmement rare. Donc, ce sont des opérations qui sont effectivement qui présentent plus de sécurité que les opérations sans agrément. Voilà. Très bien, merci Rémi pour ces informations. Donc, dernière offre du groupe et de manière sécurisée également, donc indépendamment du Girardin, du dispositif Girardin. D'ailleurs, on ne parle pas de l'IS non plus, mais on pourrait en parler un peu parce qu'on fait du Girardin à l'IS, même si ça va avoir de moins en moins d'intérêt compte tenu des taux d'imposition qui baissent. En tout état de cause, on en fait encore un peu. Voilà. Indépendamment de ça, donc le groupe qui cherche à développer rapidement ou plus rapidement d'autres activités a lancé des émissions obligataires. Notre objectif, c'est d'accroître notre présence à la fois dans les départements et collectivités d'outre-mer pour générer un volume potentiel de Girardin plus important, mais aussi de développer des activités comme l'hôtellerie de plein air, où nous avons déjà, comme je le disais précédemment, un camping de plus de 500 bungalows en bord de mer dans le sud de la France. Et l'idée derrière pourrait être d'en acquérir 1, 2, 3, pourquoi pas en montant un produit aussi destiné à des investisseurs et en leur offrant une rentabilité significative, comme c'est le cas dans tous ces domaines de camping, etc. Voilà, donc l'objectif de ces émissions obligataires, c'est d'avoir des fonds pour développer nos entreprises, voilà, nos autres activités, pardon. C'est aussi pour raccourcir les délais de versement des avantages rétrocédés aux exploitants, ce qui permettra d'aller plus vite. Et c'est aussi pour ça que, pour revenir sur la question de tout à l'heure aussi, en faisant des taux préférentiels en début d'année et en plaçant en début d'année, eh bien, on peut aussi, ça nous évite de faire trop d'avances de fonds pour les avantages rétrocédés à reverser aux exploitants, puisqu'on peut le faire au fur et à mesure de l'année. Enfin, dans les caractéristiques de ces émissions obligataires, il y a un marché secondaire. Ça veut dire que quelqu'un qui prend une obligation, par exemple,
à 3 ans et demi aujourd'hui, peut très bien vouloir la céder au bout d'1 an et demi ou 2, avec la rentabilité qui est définie. Et dans ce cas-là, eh bien, il aura, sur une période courte, eu une forte rentabilité en trouvant quelqu'un qui prenne le relais sur une période courte aussi, avec lui aussi une forte rentabilité. Donc, on en a 3 types d'obligations. On a des obligations à durée courte de 18 à 25 mois, où on est sur 50 000 € de tickets minimum, ou alors ça peut être 30, mais on en trouve un à 70 ou à 80 pour faire une moyenne. Sur l'ensemble des 3, bien évidemment, les coupons sont payés annuellement au 31/12 et nous nous occupons des démarches vis-à-vis de l'administration fiscale pour la flat tax qui est de 30%. Donc le 3%, le 5%, le 5,5%, c'est brut. En net, ça fait 2,1, 3,5 et 3,75 ou 3,85 de mémoire. Voilà. Donc, avec des durées de détention de 18 à 25 mois, 3 ans et demi ou 4 ans et demi. Pour les 2 suivantes, un ticket minimum de 20 000 €. Mais sachant que cela concerne aussi bien les entreprises, enfin les personnes physiques que les personnes morales. On a dans nos investisseurs dans ce domaine-là des sociétés qui ont de la trésorerie et qui la placent dans ce contexte-là. Frédéric, question de M. Fajot encore. Est-ce qu'une association sans but lucratif peut souscrire aux obligations proposées? Alors, je ne vois pas de raison pour lesquelles elle ne pourrait pas le faire, mais on peut essayer. Rémi, tu as une idée là-dessus ou... Non, on va creuser la question, mais je sais qu'on a une congrégation religieuse qui a souscrit à d'autres déclarations. Voilà, et donc il n'y a pas de difficulté de principe, mais on va vous le confirmer. Oui. D'accord. On note la question, monsieur. C'est un placement financier, hein, donc il n'y a pas de contrainte particulière. Hein. Ce sont des obligations. Voilà, donc, mais on vous tiendra au courant pour la réponse. Voilà. Et donc, toutes ces obligations sont, alors pour les deux, alors il y en a qui sont des obligations émises par FGIMO, donc les obligations à court terme. Alors, la sécurité qu'il y a, ce sont les actifs de FGIMO, hein, puisqu'on a encore une fois 250 appartements dans les départements et collectivités d'outre-mer. On a une valorisation nette comptable de FGIMO qui est supérieure à 18 millions d'euros et on a pour objectif de lever au global 6 à 7 millions d'euros sur les différentes obligations. Donc, il y a une garantie forte, une sécurité forte pour la première et sur les deux à plus long terme, on a un nantissement des titres de FGIMO, encore une fois dans la valorisation comptable nette est de 18 millions, sachant que le global représente environ 30 millions. Monsieur Chouaski demande qui organise le marché secondaire. Alors, on ne l'organise pas. On n'a pas eu de demande jusqu'à présent, mais voilà, c'est soit par l'intermédiaire du cabinet de gestion de patrimoine qui peut trouver quelqu'un qui sera intéressé, soit nous, si on a une demande de ce type-là, quoi. Voilà, j'espère qu'on a répondu. Et donc, pour terminer, là, on n'est plus sur les produits, mais sur l'accompagnement et nos relations avec vous. Donc, on a mis en place un parrainage, puisqu'on se dit qu'un client qui est satisfait n'hésitera pas à parler de nous et bien évidemment, on en sera ravi. Mais si on est satisfait, c'est parce qu'on a des opérations sécurisées, parce que voilà, on apporte à la fois une qualité de service, et Rémi a eu raison de le rappeler avec l'assurance tranquillité qui est proposée dans tous les dossiers de souscription de manière gratuite et qui est assurée par le cabinet Fleuret en cas de demande de l'administration fiscale ou du SSI. Voilà. Donc, pour vos clients, et là, on peut vous accompagner aussi pour mettre en place des actions. On propose donc un parrainage. Le client, un de vos clients investisseurs qui vous met en relation avec quelqu'un et ce quelqu'un fait une souscription avec nous, eh bien, par votre intermédiaire, on va lui offrir un cadeau qui pourra être une bouteille de rhum d'un de nos exploitants à la Martinique ou des bouteilles de champagne ou un bon cadeau Amazon ou autre.
Et puis, pour les cabinets, pour vous qui êtes en relation avec des confrères, qui avaient l'occasion, lors de réunions, d'évoquer les partenaires avec lesquels vous travaillez, eh bien, si vous êtes satisfait de nous, on sera ravis que quelqu'un nous appelle de votre part, que l'on puisse mettre en place un partenariat avec lui. Et donc, dans ce cadre-là, on vous offrira un bon relais château. Frédéric, allô? Frédéric? Oui, oui. Si on veut céder les obligations, pouvez-vous les reprendre? Question de M. Chouaski. Alors, les reprendre, non, a priori non. Non, puisque non, la durée, c'est la durée. Il y a un marché secondaire. Alors, à moins que nous, on ait envie de les reprendre, de les racheter et auto, mais sur le principe, non. C'est pour ça aussi qu'on en a de différentes durées, hein, 18 à 25 mois pour certaines, 3 ans et demi pour d'autres et 4 ans et demi pour les plus longues. Voilà. Mais avec des rentabilités qui sont différentes. À la question, est-ce qu'on pourra avoir accès au replay de ce webinaire? Oui, il est enregistré et on va vous le diffuser après via notre newsletter. Voilà, donc on en a terminé. Simplement pour vos clients aussi, on peut vous accompagner en organisant avec vous un webinaire pour présenter nos solutions. Pierre Hubert, là, qui est sous le nom de Sébastien, l'a fait à 2 ou 3 reprises. Si tu veux en parler, Pierre Hubert, 2 minutes. Tu souhaites que je prenne la parole par rapport au parrainage? Oui, par rapport aux actions que tu as menées avec des partenaires en organisant un webinaire, etc. Oui, tout à fait. Alors, en fait, pour les cabinets qui le souhaitent, on propose une forme de sous-traitance en fait, de communication pour animer des webinars au sujet du Girardin. Le processus est le suivant. En fait, vous ciblez une liste de personnes sujettes à l'impôt sur le revenu, donc la quasi-totalité de vos clients. On va leur envoyer, en fait, en votre nom et après validation, une invitation à participer à un webinar au sujet du Girardin. Donc, ça se présente sous forme de table ronde, en fait, où vous introduisez le sujet du Girardin et la raison pour laquelle Star Invest est votre partenaire sur le sujet. Et vous allez poser des questions de façon à vulgariser le propos pour que, parce que c'est quand même pour vos clients. Donc, le but est de faire simple et de comprendre les rouages du Girardin sans rentrer dans le détail, comme on a pu le faire à l'instant, par exemple, et d'en expliquer les grandes lignes. Comment on fait? Donc, on fait rédiger donc une newsletter, on fixe ensemble une date de webinar, on envoie cette invitation. On enregistre au moment donc, de cette table ronde en visio les échanges. Et ces échanges, vous pouvez ensuite, on va pouvoir ensuite les rediffuser via la newsletter. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir proposer un petit peu d'animation pour votre réseau et de les informer donc, du principe du Girardin. D'autre part, vous pouvez… Et des obligations. Oui. Et aussi de pouvoir… comment dire mettre en place le parrainage, c'est-à-dire que lors du webinaire, si vous avez déjà des clients qui font du Girardin Star Invest, autant qu'ils se connectent et qu'ils invitent aussi leurs connaissances ou leurs amis sujets à faire du Girardin à venir, et ensuite on pourra mettre en place le parrainage si jamais ceux-là sont enclins à faire une souscription au Girardin avec Star Invest. Donc c'est un format qui fonctionne assez bien. D'une part, étant donné le contexte actuel, hein, on ne va pas faire des réunions en présentiel parce que c'est assez souple, c'est-à-dire qu'ils peuvent se connecter ou, tout en faisant autre chose pendant leur pause déjeuner. En général, on fait vers midi, midi et demi. Ça dure une demi-heure, c'est un format assez simple. Et en fait, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, ils ne prennent pas nécessairement la parole pendant l'échange, ils viendront vous poser des questions après. Et ce sera l'occasion voilà, pour vous de plus de renseignements. Donc voilà la façon dont ça se déroule, c'est assez efficace. Voilà, bon. On est à votre disposition et toute l'équipe commerciale, bien évidemment. Alors, que vous ayez un interlocuteur ou pas, merci Pierre Hubert. J'étais un peu pris au dépourvu, mais alors, le webinaire, un peu parlé. Voilà, donc voyez avec chacun avec votre interlocuteur commercial ou si vous ne le connaissez pas encore, eh bien, vous pouvez nous contacter sur la boîte contact@easylist.com ou nous appeler au 01 47 91 71 71. Voilà.
Alors, je Sinon, réponds aux 2 dernières questions. Qui oui, anime les webinaires à destination de nos clients? Ce sont donc les personnes avec qui vous êtes en relation habituellement. Si vous n'êtes pas déjà client, vous prenez donc contact avec Frédéric qui va vous attribuer un interlocuteur. Et à la question, sommes-nous limités sur le nombre de présents en simultané? Non, vous n'êtes pas limité. voilà, merci. Voilà, on en a terminé avec cette présentation. J'espère qu'on vous a apporté des éléments de réponse à des questions ou sécurisé sur notre approche et sur notre offre. S'il y a des questions maintenant, on veut bien y répondre.